la transition, des crises économiques, ça et là. Oui. En République de Guinée, ces derniers temps, nous avons remarqué plusieurs mouvements de soulèvement, contestation, grève des ferrailleurs, augmentation de salaire des enseignants contractuels, augmentation de salaire des fonctionnaires. Partout, il y a du remue, partout, il y a des problèmes, il y a des crises économiques. Alors qu'on nous rappelait que la Guinée quittait de pays pauvres, très endettés, à pays à revenus intermédiaires, tout cela, tout ce charabia, mais toujours les mêmes problèmes, les mêmes galères. Qu'est-ce qui explique cela? Je vous remercie de l'invitation pour parler de cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est comment nous sommes à Conakry. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut envoyer ses enfants à l'école. Quand nous sommes malades, il faut se soigner. Quand tout cela tout cela a un coût, si notre revenu ne parvient pas à couvrir cela, alors la vie est chère pour nous. Il faut dire que toutes les catégories de la population ne sont pas impactées de la même manière. Il y en a qui ont des revenus élevés, qui ne connaissent pas ce problème. Par contre, il y en a qui, comme même les fonctionnaires, qui ont un salaire variant entre 3 millions, 5 millions. Ah bon, il y en a qui ont 5 millions en Guinée, en République de Guinée, fonctionnaires? De quelle catégorie? Oui, tout à fait. Quand tu es de hiérarchie A... Hiérarchie A, 5 millions en Guinée? Oui. Pas ministre? Non, pas ministre. D'accord. Ça dépend. La grille de la fonction publique dépend du niveau d'éducation. Vous avez un master, vous avez un doctorat, vous avez droit à des émoluments plus élevés. Je pense qu'à un moment, Bano nous disait que le salaire, quand il était passé sur les ondes d'autant d'Alpha Condé, c'était à 3 millions, qu'il touchait 3 millions en tant que docteur à l'époque. Aujourd'hui, c'est révalorisé. D'accord. C'est révalorisé, c'est en cours. Mais encore une fois, même si tu as 3 millions, si dans 3 millions, tu payes le loyer à 1,5 million, 2 millions, tu payes la popote pour 2 millions. La scolarité. La scolarité des enfants et autres. Vous vous retrouvez étranglé par les coûts, les charges. Alors, pour le mesurer, nous avons des indices. L'indice harmonisé du prix à la consommation mesure ce que nous consommons, la nourriture, le loyer et autres. Et pour l'enquête légère d'évaluation de la pauvreté, nous dit que les ménages les plus nombreux à Conakry consacrent 75% de leurs revenus à la nourriture et au loyer. Voyez-vous? Et ces deux facteurs-là progressent beaucoup. Il n'y a pas assez d'offres de loyer à Conakry. Donc la demande de loyer fait que les prix sont tirés vers le haut. Pour se loger, ça devient difficile. C'est pourquoi d'aucuns vont même à la périphérie de Conakry pour retrouver des loyers moins chers. Deuxièmement, pour ce qui est de la bouffe, la nourriture coûte cher parce que d'un côté, nous avons ce que nous produisons ici. Mais même ce que nous produisons ici a un coût. Et ça a un coût parce que l'engrais qui permet de le cultiver coûte cher. Oui. Ceux qui le fabriquent, donc on parle de coût de facteur là, le travailleur qui doit être rémunéré dessus, tout ça a un coût et a un coût de transformation. Donc le coût de revient de la marchandise est cher. Et aussi, pour les biens importés, nous avons la crise d'Ukraine, la crise de Covid, on renchérit les coûts à l'importation. Donc les biens nous viennent encore plus chers. Autrement dit, pas que nous, ça c'est un phénomène qui concerne même la sous-région, les choses deviennent plus difficiles aujourd'hui. Cela à peu près explique pourquoi certains ménages, les ménages qui ont un faible revenu, parce que les ménages sont classés suivant les revenus qu'ils gagnent. Il y a des ménages qui gagnent moins de 2 millions par mois, il y a des ménages qui gagnent moins de 5 millions et des ménages qui gagnent. Mais ceux qui gagnent 2 millions par mois, c'est à $200, sont les ménages les plus nombreux. Et ceux-là ressentent de plein fouet les chocs induits par les variations de prix. D'accord. Alors, moi, j'ai deux questions. C'est que notre économie est caractérisée par à la fois une inflation forte et une croissance forte. Comment on peut expliquer cette situation? Comment on peut avoir une inflation forte et une croissance forte? Bon, notre inflation est autour de 8 à 9% aujourd'hui. Donc, elle est plutôt maîtrisée. Quand vous voyez la courbe sur les dernières années, nous étions entre 12, 13. Quand on a changé la méthode de calcul, on est redescendu entre 8 et 9. On maintient cela. Par contre, comme vous le dites, la croissance que l'on a est due à l'investissement dans le secteur minier. Vous avez le projet Simandou.
Il y a un adage des économistes qui dit « Dis-moi combien de machines bossent pour toi, je te dirai quel est ton PIB ». Quand vous êtes en investissement dans le secteur minier, vous importez des machines, vous importez du chemin de fer, vous importez beaucoup pour construire les mines et les chemins de fer pour le transport des minéraux. Ça, là, ça veut dire qu'il y a de l'importation dans votre économie. Le capital fixe augmente. Ça induit une croissance. Mais cette croissance, sauf qu'elle n'est pas diffuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inclusive. Elle ne se répercute pas, par exemple, sur un paysan qui se trouverait à Lola. Ce paysan, quand on lui dit la Guinée est passée d'un pays à revenu faible vers un pays à revenu intermédiaire, il se dit, mais pourquoi? Mais en fait, l'explication est simple. L'économie guinéenne croît parce qu'il y a des investissements dans le secteur minier. On a eu une bonne production agricole. Il faut se dire que la production agricole actuelle ne suffit pas pour couvrir tous nos besoins. C'est pourquoi on importe encore un tiers de nos besoins en riz. Oui, la deuxième question. Oui, la deuxième question, il l'a abordée, c'est pourquoi, malgré la déclassification de la Guinée, qui était un pays à revenu faible, aujourd'hui nous sommes un pays à revenu intermédiaire, on ne ressent pas ça. Le panier de la ménagère ne s'est pas allégé. C'est un calcul arithmétique que l'on fait. Le PIB est rapporté au nombre de la population. On appelle ça le revenu national brut. Quand le PIB croît, on est 13 millions. Si le PIB paraît à 100 milliards, divisé par 13 millions, et quand le PIB croît à 200 milliards, divisé par 13 millions, vous voyez que la proportion par tête d'habitants croît. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que le PIB a augmenté alors, par rapport à la progression de la population, ce qu'on appelle le taux d'évolution de la démographie. C'est ce qui a automatiquement fait passer la Guinée dans la classe inférieure des pays à revenus intermédiaires. Mais par contre, comme je le dis, cela n'est pas une croissance diffuse, elle n'est pas une croissance inclusive. Pour qu'elle soit inclusive, là où le nombre de populations sont occupées, c'est-à-dire l'agriculture, si tu mets le même investissement que nous avons actuellement dans le secteur minier, on le transpose dans le secteur agricole, on créerait 5 fois plus d'emplois et le revenu des Guinéens s'améliorerait autant. Alors, oui, Sagno, Yacine, je sais que tu as beaucoup de questions. J'ai envie de parler un peu terre à terre. Lorsque on fait un tour dans la cité, par exemple, on trouve les 85-90% de la population. Ils te diront tous, mon ami, moi, aujourd'hui, là où je suis, même mon transport pour aller au travail, je n'ai pas. C'est ton cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas mon cas. D'accord. Que Dieu nous en garde. Je voulais juste me rassurer. Que Dieu nous en garde. Oui. Ok, c'est mon cas. Comme ça, après, on va se voir. D'accord. Tu verras au moins 85 à 90% de la population qui est en train de pleurer. Oui. Toi, par exemple, si on te dit ça, quel est le conseil que tu leur prodiguerais pour pouvoir quand même pallier à cette situation? Écoutez, en Guinée, on est passé d'un régime collectiviste sous Sékou Touré. Sous Sékou Touré, on avait des biens qui étaient importés. Et les économas, là, les rations arrivaient dans les quartiers, les PRL, étaient distribuées. Vous êtes père de famille, votre nombre est connu à la maison. Oui. Vous disposez d'une ration pour votre famille. Voyez-vous, on est passé vers une économie libérale. Dans une économie libérale, tu cherches ce qui est pour toi. Si c'est pour toi, personne ne te retire, mais personne ne te donne non plus. C'est à toi de le chercher. Donc, chacun d'entre nous, l'initiative de créer, l'initiative de produire est redevenue au niveau de l'individu. Chacun d'entre nous doit chercher un moyen de subsistance, un métier pour vivre. Maintenant, quand ton métier, par exemple, il y a des métiers qui peuvent induire beaucoup de travail, mais dont le revenu ne permet pas de couvrir la charge de vie. Aujourd'hui, par exemple, quel est le revenu? Le SMIC mesure, normalement, quand on dit salaire minimum interprofessionnel garanti, 550 000 francs. Avec 550 000 francs, j'imagine, mais à Conakry, vous ne pouvez pas vous payer un loyer, vous ne pouvez pas vous payer... Ça fait 2 sacs de riz, si je m'abuse. Ça fait 2 sacs de riz. Moins. D'accord. Moyen. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « je n'ai pas de sous aujourd'hui », en fait, il faut comprendre dans quel type de régime nous sommes. Chacun doit pouvoir entreprendre quelque chose et y tirer un revenu. Maintenant, il appartient aux autorités publiques de faire en sorte que
toutes les activités puissent remplir les conditions pour procurer un revenu à la population. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, faute de qualification, faute d'opportunités, l'État a créé des agences comme l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Quand tu es pauvre, tu as moins de $2 jour, on te fait un transfert monétaire. Le FMI d'ailleurs a donné 71 millions à la Guinée, 71 millions de dollars, dont 50 doivent être transférés, 50 doivent être transférés aux populations. Par téléphone, ils doivent recevoir chacun 250 000 par mois, juste pour aider ces ménages-là. Parce que imaginez quelqu'un qui a une exploitation agricole. Il a eu des chocs. L'exploitation agricole ne lui rapporte plus grand-chose aujourd'hui. L'engrais qui coûtait 150 000, l'urée, le sac, était à 150 000 il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est à 600 000 francs, 4 fois plus. Il n'y a pas de problème. On est en phase de transition. Et très souvent, les transitions ont cette mauvaise réputation que quand nous sommes en transition, aussitôt la transition achevée, on plonge dans une crise économique sans précédent. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Et aujourd'hui, on a des dossiers qui sont partout, de détournement de fonds, de construction de biens mal acquis. Il n'y a pas de déclaration des membres du gouvernement sur leurs biens. Il y a un laisser-aller total qui naît. Il y a des chiffres qui explosent. Chaque fois, on est autour des scandales financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, la durée de cette transition va arranger la Guinée? Ou bien il faut vite l'abréger et passer à autre chose en tant qu'observateur? Bon, en tant qu'observateur, ce n'est pas tant la durée le problème. Quand vous êtes en transition, vous vous affranchissez de certaines règles. En finance publique, on parle de gestion, l'orthodoxie financière. Hein? On parle dans la gestion budgétaire, il faut de l'orthodoxie, c'est-à-dire respecter les règles. La discipline budgétaire et l'orthodoxie financière. Ce sont des principes sacrés en économie. Discipline budgétaire, ça veut dire quoi? On a une loi de finances. Cette loi de finances est discutée en débat d'orientation budgétaire au CNT, votée au CNT, promulguée par le chef de l'État. On ne doit pas faire de dépenses qui ne soient inscrites là. Si vous faites des dépenses extra-budgétaires, c'est de l'indiscipline budgétaire. Et ça conduit à un gouffre. Deuxièmement, l'orthodoxie. Il y a des principes de gestion, de gouvernance. La Guinée a beaucoup de chance. On est en transition, on n'a pas été sanctionné par les institutions internationales. La coopération continue. Aujourd'hui, le pays gagnerait... Beaucoup de chance, mais c'est difficile, ça se Le pays gagnerait, par exemple, à demander un programme avec le Fonds monétaire. Le président, même s'il a beaucoup de volonté, il ne peut pas tout surveiller. Non, il ne peut pas tout surveiller. Il ne peut pas surveiller tous les ordonnancements de budget. Il ne peut pas surveiller la qualité de la dépense. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des organismes tiers pour lui donner un avis. Une institution internationale. Quand vous êtes sous programme, je donne un exemple. Quand le président Alpha Condé était là, vous avez tous vu qu'on a eu disons, un accord avec la Chine. 20 milliards. Mais est-ce que vous savez que le plafond d'endettement de la Guinée était de 600 millions par an? Parce qu'on était dans la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire. C'est-à-dire, dans cet argent, vous ne pouvez pas emprunter plus de 600 millions chaque année. Pourquoi? Parce qu'on était sur surveillance. Les gens disaient, on vous a laissé la dette dans PPTE, vous n'allez pas vous réendetter avec la Chine. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, quand vous faites, par exemple, avancer les crédits qui sont tirés sur cette ligne pour réparer les routes de Conakry, pour réparer la route Koya-Mahmoud-Aboula et d'autres infrastructures, quelque part, on endette le pays. C'est remboursé avec la mine. Donc, ça, il doit y avoir un art pour équilibrer ce qu'on gagne en infrastructure et ce qu'on dépense en termes réels, en termes de minerais. D'accord. Monsieur Camara, aujourd'hui, on se plaint tous. Maintenant, selon vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce qu'il faut pour minimiser les risques, réaménager tout ce qui est marché, rééquilibrer les prix et permettre aujourd'hui aux Guinéens de vivre avec son salaire aussi petit soit-il? Petit soit-il, l'État guinéen ne peut pas tout faire. On a un budget de moins de 3 milliards de dollars pour une population de 13 millions d'habitants. Il est clair que ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'État? Ce que l'État doit faire, c'est être transparent. Quand vous gérez la chose publique, on dit bien chose publique. Ça doit être public. Et même les textes qui régissent
cette gestion, la loi organique relative aux finances, le règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique, le manuel de gestion de procédure de dépenses publiques et tous les textes subséquents commandent de la transparence. Vous devez, pour passer des marchés, vous devez respecter les délais de publicité. Vous devez publier dans les revues, les journaux les plus lus pour que chaque Guinéen ait la même chance de concourir. Et à passer là qu'on qualifie la dépense. Et maintenant, il faut œuvrer aussi pour que nous puissions gagner. On a des fonds qui sont donnés par les partenaires. On est incapable d'en tirer beaucoup. C'est-à-dire, on a des financements extérieurs, on a un taux d'absorption faible. Parce que l'administration aujourd'hui n'a pas la capacité de monter des projets bancables, de répondre aux exigences des bailleurs pour le faire. Comme c'est facile avec les Chinois, ils ont une garantie, c'est les mines. Mais la Banque mondiale, la BAD, la BID ont un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars pour la Guinée. Cette année, on n'en tire pas moins de plus de 30%. Ça marche.